Bonjour à tous, dans cette édition on va parler de culture et d'intelligence artificielle, ce sera la grande interview. Et puis on partira dans la nature, aller regarder ce qui se passe du côté du biomimétisme pour trouver des inspirations pour l'innovation. Mais je vous propose qu'on commence par les eSIM. J'ai 3 questions à poser à ce sujet, des questions sur leur sécurité. C'est tout de suite dans Smart Tech. On va s'intéresser à l'eSIM aujourd'hui grâce à mon invité Sylvain Givors. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la stratégie et du développement des solutions numériques eSIM chez IDEMIA. IDEMIA, c'est un spécialiste des solutions de sécurité numérique pour l'identification, l'authentification. On s'est raté à Barcelone pour le Mobile World Congress. Il y avait un temps qui était dédié aux eSIM parce que c'est une vraie tendance qui s'impose. D'ailleurs, ce sera ma première question. À quelle vitesse se déploie aujourd'hui l'eSIM ? Non pas dans le monde, mais en France. Est-ce qu'il vous semble que l'adoption commence à prendre ? On va juste aussi rappeler ce que c'est une eSIM. C'est ce qui nous permet finalement bien d'avoir plusieurs SIM dans notre téléphone, des SIM virtuels, et donc plusieurs forfaits qui vont être adaptés par exemple à un usage personnel ou professionnel, ou pendant nos vacances, d'avoir des forfaits beaucoup plus intéressants à l'étranger. Alors, est-ce que ça se déploie bien, l'usage de l'eSIM en France ? Absolument, ça se déploie très bien. Tous les opérateurs sont déjà préparés pour l'eSIM. Mais je pense qu'on attend tous un événement d'importance qui s'est déjà produit aux États-Unis avec l'iPhone 14 et l'iPhone 15. C'est l'arrivée d'un téléphone qui soit eSIM only. Aujourd'hui, la grande majorité des téléphones, depuis 5 ou 6 ans, la grande majorité des téléphones haut de gamme vont intégrer l'eSIM, mais avec une SIM en format classique et une eSIM. L'arrivée d'un téléphone eSIM only va vraiment permettre en France de faire décoller la technologie comme ça a été le cas aux États-Unis. Parce qu'on n'aura plus le choix. Exactement, on n'aura plus le choix. Parce qu'aujourd'hui, donc, la plupart des grands smartphones, effectivement, sont compatibles avec cette technologie. Donc, on peut, en plus de notre carte SIM physique, ajouter des numéros virtuels et des forfaits différents, des eSIM sur nos téléphones. Absolument. Mais c'est si on en a envie, si on y pense et si on sait à quoi ça sert. Donc, quand on n'aura plus le choix, évidemment, ça va développer le marché. Donc, on attend ça. Très bien. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que l'eSIM me fait courir un plus grand risque de piratage de mon smartphone ? Alors, c'est une excellente question parce que la propriété première d'une SIM, c'est la sécurité. C'est de connecter de façon sécurisée des objets, des appareils, et c'est la sécurité de votre appareil et du réseau dans son ensemble. Et l'eSIM, c'est une carte SIM, et ce n'est pas une SIM virtuelle, si je puis me permettre. C'est un autre format de carte SIM, et on a toujours un élément physique. C'est une SIM déjà intégrée en fait dans le téléphone. Absolument. On a toujours un élément physique dans l'appareil ou dans l'objet connecté, et également un système de gestion du contenu de cet élément physique. Oui. Et donc, ça a été mais développé. Par-dessus, je développe des services, c'est pour ça que je dis virtuels, parce que je développe des forfaits, des SIM virtuels sur cette carte intégrée. À partir de ce moment-là, ça veut dire quand même que je vais télécharger des applications, que je vais me connecter avec des numéros virtuels. Est-ce que je ne multiplie pas ma surface d'attaque ? Alors, en tout cas, la première partie de la question, c'est tout à fait exact. L'eSIM a été développé par des acteurs des télécoms comme IDEMIA qui font des cartes SIM depuis plus de 30 ans, et en mettant en œuvre l'ensemble des principes de sécurité que nous avions déjà mis en œuvre sur la carte SIM. Donc, il y a cet élément physique, il y a la cryptographie, les protocoles, et il y a une certification spécifique à l'eSIM qui garantit ce niveau de sécurité. Et puis, si je peux me permettre, dans le futur, il y a un élément très important en cybersécurité, ça va être l'avènement des ordinateurs quantiques. Oula, mais là, vous nous projetez un peu loin. Alors, je projette un peu loin, mais en tout cas, il faudra que les algorithmes puissent s'adapter. Et l'eSIM, parce qu'elle inclut un système de gestion du contenu, va permettre ce qu'on appelle l'agilité cryptographique et de mettre à jour ces algorithmes, un sujet sur lequel IDEMIA est en pointe. Déjà positionné. Absolument. Ok. Ouais. Alors, en attendant l'ordinateur quantique, on voit aussi ces SIM intégrés, ces eSIM, apparaître non plus seulement dans des smartphones, mais dans plein d'objets connectés. Donc, même question, parce que les objets connectés sont accusés très régulièrement d'être des chevaux de Troie finalement pour des attaques, est-ce que ça sécurise davantage ces objets connectés ou est-ce que ça les fragilise ? Ça les sécurise, absolument. À nouveau, l'eSIM étant un autre format de SIM, elle va venir avec les mêmes caractéristiques de sécurité, et donc elle va permettre d'avoir un objet plus sécurisé que s'il n'y avait pas d'eSIM. Et quand vous dites que c'est plus sécurisé, de quelle façon ? Qu'est-ce qu'il y a comme technologie supplémentaire de sécurisation par rapport à une carte SIM physique ? En fait, il faut imaginer l'eSIM comme un petit coffre-fort, et réellement un élément physique, un coffre-fort, qui va inclure les informations techniques et les clés
qui nous permettent de nous connecter au réseau et qui est aussi sûr et aussi protégé qu'une carte SIM que nous pourrions avoir ou qu'une carte bancaire, par exemple. Et donc, qui va être protégée contre le même type d'attaque. C'est la même chose ou c'est différent? C'est les mêmes technologies? Ce sont les mêmes concepts appliqués à un autre type d'application. D'accord. Ouais. Donc, vous nous dites aucune crainte avec l'arrivée de l'eSIM sur tous les smartphones, sans doute des smartphones eSIM only. On ne va pas augmenter notre surface d'attaque. Je vous dis même au contraire. Le fait de mettre une eSIM dans les objets connectés va les sécuriser plus qu'il ne pourrait l'être aujourd'hui. Et bien voilà qui est dit. Merci beaucoup Sylvain Givors. Donc je rappelle que vous êtes chef produit eSIM chez IDEMIA. Merci à vous. À suivre, c'est ma grande invitée. On va parler art, culture et intelligence artificielle. Ma grande invitée s'appelle Marion Carré. Bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente cofondatrice d'Ask Mona. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une start-up que j'ai suivie pratiquement depuis ses débuts. Je me souviens d'un concours de jeunes start-up qui comprenait cette idée de culture et de technologie. Et j'étais assez bluffée par ce que vous proposiez à l'époque. C'était donc un chatbot qui permettait de nous donner des informations lors de nos visites culturelles dans les musées. Alors, Ask Mona, c'est un peu toujours ça le principe, j'imagine, hein, c'est de faciliter cet accès à la culture au plus grand nombre à travers des technologies d'intelligence artificielle. On a dépassé le stade du chatbot. Qu'est-ce que c'est exactement Ask Mona aujourd'hui ? Merci déjà, c'est un très bon résumé de ce qu'on fait, de la façon dont on a débuté chez Ask Mona. On est toujours aujourd'hui mobilisé sur la façon dont on peut mobiliser l'intelligence artificielle pour transformer la façon dont on apprend, notamment dans les lieux culturels. Et donc, ce qu'on a développé, c'est une technologie d'intelligence artificielle générative qui permet de contrôler les informations partagées et qu'on déploie dans l'expérience de visite, donc avant, pendant et après la visite. Avant la visite, pour renseigner les visiteurs sur tous les éléments dont ils ont besoin. Pendant la visite, on a créé un audio guide avec lequel on peut discuter, en se disant qu'en fait, on arrive tous devant les œuvres avec sa propre expérience, ses propres connaissances, sa propre sensibilité, mais la plupart du temps, on a tous la même information qui est affichée. Et ici, ça permet à chacun de poser ses questions, d'avoir des réponses aussi personnalisées en lien avec ce qui l'intéresse. Et après la visite, on a créé, malheureusement, j'en ai pas sur moi, mais des magnettes connectées qui permettent on les voit à l'image. Voilà, c'est ça, voilà. Au moins l'image complète qui permettent de prolonger l'expérience de visite en dialoguant avec l'intelligence artificielle d'un personnage ou d'une œuvre. Donc en fait, le magnète, il est à l'image de l'exposition qu'on vient de visiter, par exemple. On le retourne, il y a un QR code, on le scanne, et là, on obtient plein d'informations. On peut discuter aussi avec le chatbot pour poser des questions, enrichir notre connaissance en fait du sujet. C'est ça exactement. Ça peut être un cadeau en fait qu'on fait à quelqu'un même qui n'a pas vu l'exposition. Souvent, on se rend compte qu'effectivement des personnes les prennent comme des cadeaux pour les offrir, pour faire découvrir. Là, on voit Van Gogh, Jeanne d'Arc, il y a toute une série de personnages. Alors, vous travaillez avec qui? Alors, avec le Louvre, le Centre Pompidou? On travaille aussi à l'international. Exactement, plus d'une centaine d'institutions dans 6 pays. Avec des grands noms, voilà, le Louvre, le Centre Pompidou, le Musée d'Orsay, pour en citer que quelques-uns, le Colisée à Rome, mais aussi d'autres types d'institutions de toute taille. C'est vraiment important pour nous de pouvoir accompagner l'ensemble des institutions. Alors, moi, je me souviens quand ça s'est lancé, donc on est en 2017, c'est quand même assez précurseur hein, dans le domaine de l'IA, mais s'en est suivi une grande tendance autour des chatbots, notamment parce que le groupe Meta, Facebook à l'époque, dans Messenger, proposait d'inviter plein de chatbots super intéressants, et puis c'est complètement retombé comme un soufflet, et là, avec l'IA générative, ça redevient un sujet. Comment vous avez suivi cette vague ou comment ça s'est passé? C'est vrai que nous, on était là au moment de ce premier engouement qui, en fait, on en reparlera après avec le livre, mais dans l'histoire n'est pas le tout premier engouement. Il y a vraiment cette histoire de vague, en fait, d'intérêt autour de l'intelligence artificielle. C'est retombé, même si, en soi, on utilisait chaque jour de l'intelligence artificielle sans s'en rendre compte dans sa boîte mail, dans les GPS, dans les applications de recommandation de films ou de séries. Mais ce qui a vraiment changé avec l'émergence auprès du grand public de l'IA générative, c'est que maintenant, on peut tous
demander à une intelligence artificielle de faire quelque chose pour nous. Et ça transforme vraiment dans le un rapport à langage cette technologie. naturel. Exactement. Alors, vous utilisez quelle technologie alors? C'est ChatGPT qu'il y a à l'intérieur de votre chatbot? Nous, on a une approche assez agnostique où on se concentre sur la partie amont qui permet vraiment de contrôler la donnée qui est envoyée dans les larges modèles de langage. Et après, ça peut être derrière les modèles d'OpenAI, comme GPT 3.5 ou 4, mais aussi d'autres modèles. On peut notamment se brancher à Mistral. Donc, ça nous permet d'être agnostique et de ne pas utiliser seulement la technologie d'un seul acteur. D'accord, mais donc quand vous dites, vous, de contrôler l'information, c'est-à-dire que vous vous mettez à l'abri de ce qu'on appelle les hallucinations des IA génératives, c'est ça? En fait, quand on a vu émerger ChatGPT, on s'est dit c'est génial, ça peut vraiment transformer la façon dont on apprend. Mais le problème, c'est toutes ces informations erronées, et donc les hallucinations qui sont proposées par ces intelligences artificielles. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur la façon dont on peut contrôler l'information qui est partagée pour que ça puisse être utilisé dans le contexte d'une expérience muséale où la véracité des informations est hyper importante. Alors, est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, on a une chance en France en matière d'IA de vraiment percer, de s'imposer comme un acteur technologique mondial? Vous êtes une start-up qui a grandi. Vous allez nous dire comment votre croissance, vous allez nous en parler, mais qu'est-ce que ça représente selon vous comme opportunité, là, ce qui se passe autour de l'IA générative? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, vous êtes soutenu, qu'on a les conditions nécessaires qui sont là pour justement faire de Ask Mona ou d'autres des prochains champions? On a effectivement un écosystème qui existe, qui est très actif et qui est ancien. Et c'est ce que je démontre aussi avec le livre, qui a des racines profondes. On n'a pas encore parlé du livre, on va y arriver. Ça va arriver. On a des talents et on a aussi, nous, c'est ce qu'on fait chez Ask Mona, tout un terrain d'application. Pour nous, c'est la culture qui est très riche, dans lequel on peut déployer des applications. Donc, je pense que la France a pas mal de cordes à son arc pour qu'on puisse tirer notre épingle du jeu en développant des applications notamment C'est ce que nous dit France Digital dans son étude sur la compétitivité de l'Europe en matière d'IA générative. Elle nous dit, oui, on a les talents et tout ça. Mais alors, pour l'étape d'après, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui que vous avez les conditions nécessaires pour que Ask Mona grandisse suffisamment en Europe? Alors, il y a tout un accompagnement, notamment des pouvoirs publics dont des acteurs comme nous bénéficient. Donc, il y a vraiment un terrain qui est favorable. Après, l'enjeu, c'est de se dépasser, de conquérir de nouveaux marchés en Europe, mais aussi à l'international. Donc, nous, c'est notre challenge du moment pour pouvoir faire rayonner cette expertise et cette technologie française. Mais les conditions sont là, selon vous? Les conditions sont là. Après, il faut réussir à naviguer au milieu de tout ça. Ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale pour réussir à mener son bateau à bon port. Ok. Alors, on termine peut-être juste avec votre actualité. Il y a des nouveautés qui vont arriver Oui, il y a beaucoup de nouveautés. Dernièrement, on vient de lancer au Musée national des beaux-arts du Québec un audio-guide avec lequel discuter, qui est disponible dans les collections. Donc, on prend en photo une œuvre, on peut poser n'importe quelle question à l'oral ou à l'écrit pour avoir des informations. Donc, ça, c'est notre dernière actu qui fait pas mal parler et on a plein de nouveaux C'est l'interface vocale, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, non? Plutôt que d'avoir à taper sur son smartphone, on a le nez finalement sur son écran, c'est pas forcément le plus pertinent. Exactement, notamment en termes d'enjeux d'accessibilité pour permettre de pouvoir lire ou écouter. Ouais. Et aussi, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette expérience, c'est que ça permet en quelque sorte de générer une sorte de petit podcast personnalisé qu'on écoute en regardant l'œuvre et qui permet vraiment de transformer l'expérience. Parce qu'on peut l'enregistrer, c'est ça, et le réécouter? En fait, on a une réponse qui nous est générée en fonction de ce sur quoi on a interrogé le dispositif. Et du coup, on peut juste mettre play et l'écouter. D'accord. Donc, ça change un peu l'approche. Alors, vous faites également partie, Marion Carré, des 5 membres du comité stratégique de l'IA générative pour le secteur culturel, nommé par la ministre de la Culture en 2023. Ici, passe quoi dans ces comités? De la réflexion essentiellement avec les enjeux sur lesquels on travaille et qui étaient annoncés, et qui, moi, me semblent passionnants parce que j'ai effectivement cette casquette de praticienne de l'intelligence artificielle avec Ask Mona, mais j'aime beaucoup prendre du recul sur ces sujets et ce type d'instance le permet pour réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle sur les créateurs, sur les emplois de la culture, sur la façon dont on va former. Il va en sortir quelque chose de ces réflexions? Oui, on est en train de faire atterrir tout ça sur le papier, mais l'objectif, c'est de nourrir ensuite
l'écosystème de ces réflexions qu'on a pu avoir avec le fait d'interroger un certain nombre d'acteurs autour de ces sujets. Et quels sont ces grands sujets, ces grands enjeux principalement dans le Déjà, domaine de la culture et de l'IA? l'impact de l'IA sur les créateurs, et je dis créateurs au sens large puisqu'on parle d'artistes, mais en fait, tous les créatifs sont impactés d'une façon ou d'une autre par l'IA, donc ça vient à la fois démultiplier leurs capacités avec des boîtes à outils, une sorte de nouvelle boîte à outils, mais en même temps, il y a aussi des impacts sur ce qu'ils font, sur leur productivité, sur leur rémunération. Il y a aussi des enjeux autour de comment est-ce qu'on forme pour éviter d'avoir un fossé entre les personnes formées à l'IA et celles qui ne le sont pas formées, comment on sensibilise la population plus largement et comment est-ce que les institutions culturelles peuvent être un relais pour ça. Donc il y a en fait énormément de thématiques qui méritent d'être approfondies pour voir l'impact de l'IA sur le secteur culturel, mais aussi à l'inverse, qu'est-ce que la culture peut apporter à l'IA. Et donc on devrait voir des travaux aboutir à peu près quand? Dans les prochaines semaines. Ok, très bien. Alors, à Sciences Po, à la Sorbonne, vous donnez aussi des cours sur l'art et l'IA. Vous étudiez ces croisements entre l'IA et la culture et l'art. Est-ce qu'ils sont naturels, ces croisements? En fait, ces croisements sont assez naturels parce que les artistes, et notamment les institutions culturelles, sont des acteurs souvent assez pionniers vis-à-vis des technologies qui vont vraiment chercher à s'en emparer pour questionner l'impact, mais aussi pour chercher à toucher de nouveaux publics. Donc c'est en fait un terrain assez foisonnant et nous, donc ça fait maintenant 6 ans qu'on donne ce cours qui au début passait pour un sujet assez prospectif, mais c'est vrai que cette année, on a vu arriver nos étudiants avec une forme d'urgence aussi pour se former. Donc, ça nous permet de prendre le pouls aussi sur la perception du sujet et son évolution qui est très rapide. Et alors, qu'est-ce que vous faites aussi en tant qu'expert évaluateur pour la Commission européenne et expert aussi au sein du Collège numérique de France 2030? Oui, donc ça, c'est d'autres casquettes d'experts dans d'autres instances, mais qui permettent notamment d'être sollicités, notamment pour l'évaluation de dossiers sur des appels à projets. Ok, mais vous évaluez quoi? La pertinence d'investir, de quoi? En fait, souvent, c'est à l'occasion de grands appels à projets où ils vont faire appel à des experts sectoriels. Et donc, c'est dans cette perspective qu'on peut être mobilisé pour, du coup, apporter une lumière sur l'impact potentiel des dossiers qui ont été déposés et qui sont évalués. Mais ça peut être des concurrents d'Asmona, par exemple, des dossiers? Alors nous, on est toujours obligé de se déclarer pour effectivement éviter ce type de conflit d'intérêts. En fait, vous faites un peu ce que j'ai fait, moi, quand j'étais dans un jury pour décider si Asmona recevrait un prix ou pas, c'est ça? C'est un peu la même chose. Ok, super. Alors, on y vient au livre. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, mais le dernier en date, c'est celui-ci qui a voulu effacer Alice Recoq, qui est paru chez Fayard cette année. Peut-être nous raconter en quelques mots l'histoire? Bien sûr. Ouais. Donc déjà, pourquoi ce livre, pourquoi ce sujet? Moi, j'ai fait la découverte d'Alice Recoq en m'interrogeant sur l'inexistence, à ma connaissance, de pionnières du numérique françaises. Je me suis dit, en fait, soit il n'y en a pas eu, soit on les a complètement oubliées. Et voilà, c'est ça. On ne les connaît pas. En fait, il y en a eu plusieurs. Et je me suis attachée à la personnalité d'Alice Recoq parce que déjà, je trouve que son parcours fait vraiment écho déjà à mon parcours en tant que professionnelle de l'IA, mais aussi à celui d'autres femmes. Il est en fait toujours très actuel. Il permet de balayer cette histoire de l'informatique française qu'on connaît assez peu. Et c'est une femme qui a travaillé sur des sujets passionnants. Le premier ordinateur opérationnel français, qui était vraiment visionnaire aussi dans ce qu'elle percevait de ce qu'allait devenir l'ordinateur à l'époque où ça faisait encore la taille d'énormes bacs de congélation. Elle projetait déjà l'ordinateur personnel comme on le connaît aujourd'hui. Dans les années 80, elle travaillait sur l'intelligence artificielle avec un engouement à l'époque qui fait penser à l'engouement qu'on peut aussi connaître aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a beaucoup en fait fait résonner le passé et l'actualité autour de l'intelligence artificielle et aussi très riche en enseignement. Et puis, alors, ça pose quand même la question de, évidemment, pourquoi on n'est pas au courant de ces histoires, mais surtout comment on les traite, ces histoires, parce que quand on démarre le livre, on commence par découvrir qu'en fait, sur Wikipédia, sa fiche a failli disparaître. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est une des premières choses qui m'ont frappée quand je l'ai découverte. Sa page a été créée par quelqu'un et ensuite, assez vite, elle a été remise en cause par d'autres participants de Wikipédia qui estimaient qu'elle était
pas assez connus, que ces travaux n'étaient pas suffisamment notoires. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce cas d'école, on va dire, de Wikipédia, c'est que ça permet de remonter la chaîne d'invisibilisation pour se rendre compte de ce qui fait qu'en fait, on a aujourd'hui 19% de biographies sur Wikipédia qui sont des biographies de femmes. Et en fait, ça commence sur le cas des ingénieurs et des scientifiques. Déjà, il y en a très peu. Ensuite, elles sont peu relayées dans les médias, ce qui fait qu'il y a assez peu de sources secondaires qui exploitent vraiment Wikipédia pour créer ces biographies. Et donc ensuite, elles tombent dans l'oubli. Donc on voit vraiment l'espèce de cercle. C'est un cercle vicieux. C'est ça. Et effectivement, moi, j'avais aussi suivi une affaire sur Wikipédia. Et ce que me répondaient les modérateurs, c'est on a besoin d'avoir une preuve d'une publication dans des médias. Et, tout ça. Et quand il n'y a pas les relais, en l'occurrence sur les femmes, il y en a très très peu, mais on ne peut rien faire. Tout à fait. Alors comment vous réparez ça? Grâce à ce livre, est-ce que ce livre déjà fait partie aujourd'hui de la fiche Wikipédia d'Alice? Oui, il est recensé. En fait, on parlait du cercle vicieux. L'objectif, c'est d'opposer un cercle vertueux en mettant en lumière des femmes comme Alice Recoq et aussi tous les mécanismes qui conduisent à l'invisibilisation pour pousser en fait d'autres femmes à se lancer. Et pour moi, il y a les rôles modèles qui peuvent jouer un rôle très important. Et c'est pour ça que je voulais trouver aussi un rôle modèle français à mettre en lumière, puisque je pense qu'ensuite, ça peut vraiment déclencher. Là, on a moins il existe de femmes scientifiques, moins il y en aura, mais à l'inverse, plus on en connaît et plus il y en aura. Donc c'est vraiment ça que je cherche à enclencher, notamment avec ce livre. Et comment se termine sa carrière, Alice? Comment termine sa carrière? Son dernier grand sujet, c'est l'intelligence artificielle. Et après, progressivement, elle prend sa retraite en restant quand même assez active dans des instances de réflexion autour de l'impact du numérique, puisque c'est ça qui est aussi très intéressant chez elle, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de produire des outils. Elle a aussi réfléchi à l'impact de ces outils sur la société. Et elle a notamment participé à l'une des réunions de création de la CNIL, puisqu'elle anticipait déjà tous ces effets négatifs sur la surveillance accrue des États et des sociétés sur les citoyens. Donc c'est aussi quelqu'un qui se projette pour un numérique au service de la société. Et est-ce qu'elle a senti justement que sa place n'était pas suffisamment reconnue? Et c'est en fait une question que je vous pose un peu en miroir. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous souffrez aujourd'hui d'être une femme dans le numérique, dans l'IA? Est-ce qu'il vous semble que vous êtes moins légitimée, moins visible? Alors sur la carrière d'Alice Recoq, il y a effectivement eu des temps clés où ça a été compliqué pour elle, notamment quand elle s'est retrouvée à la tête d'une grande équipe où son leadership en tant que femme pouvait être mis en cause dans les années 70, mais il y a un certain nombre de mécanismes que j'analyse et qui sont encore toujours très actuels. Et moi, mon expérience, qui est celui d'être une entrepreneuse dans le monde de la tech, m'a montré, qui plus est en plus une jeune femme, que des fois, il pouvait y avoir... C'est ça, c'est un peu un cumul. Et donc, des problématiques de... moi, j'ai pas douté de ma légitimité, mais j'ai pu avoir face à moi des acteurs qui, effectivement, ne me prenaient pas forcément au sérieux. Donc, c'est vrai que ça reste un combat très, très actuel. Eh ben, j'espère que grâce à cette émission, peut-être qu'elle sera d'ailleurs citée dans Wikipédia, on redonnera toute la lumière nécessaire à cette femme Alice Recoq, mais plus généralement aux femmes qui travaillent dans la tech et aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet du moment. Il nous faut des rôles modèles européens, français et féminins également. Donc merci beaucoup Marion Carré d'avoir été avec moi pour cette grande interview. Je rappelle que vous êtes la présidente cofondatrice d'Ask Mona et donc auteur de Qui a voulu effacer Alice Recoq, paru chez Fayard. Allez, à suivre, on part dans la nature s'intéresser au biomimétisme. On termine cette édition avec le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est cette façon d'aller regarder dans la nature pour trouver des inspirations qui vont permettre de faire naître de nouvelles formes d'innovation. On en parle aujourd'hui avec Domiti Champetier de Ribes, responsable des partenariats chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour Delphine. Bienvenue dans Smartech. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la problématique de la gestion de l'eau et de tous ces enjeux à l'échelle industrielle, mais aussi de la consommation humaine. Voilà, écoutez, je vous apprends rien. L'eau, elle nous constitue déjà en tant qu'être humain, c'est plus de 60% de notre masse corporelle, mais elle nous entoure aussi. C'est plus de 2/3 de la surface de la Terre. Et pourtant, aujourd'hui, on fait face à des pénuries d'eau potable de plus en plus alarmantes. Donc, on va voir aujourd'hui comment on s'inspire d'une protéine filtrante du corps humain pour purifier l'eau, justement. D'accord. Donc, on va regarder dans la nature plus précisément. Vous vous êtes intéressé aux aquaporines. Qu'est-ce qu'une aquaporine, Dimitri ?
Alors, une aquaporine, du coup, c'est une protéine une protéine en fait transmembranaire de nos cellules. Donc, il faut imaginer une cellule sphérique qui est entourée d'une membrane. Et donc, cette protéine, c'est comme un canal qui permet le passage de l'eau d'un côté de la membrane à l'autre. Et cela, c'est possible par affinité chimique, du coup. Donc, pour vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, il faut imaginer l'entrée du canal en fait qui va attirer les molécules d'eau grâce à cette affinité chimique justement avec les extrémités. Les molécules d'eau, elles sont attirées, elles sont happées à l'entrée du canal et une fois à l'intérieur du canal, l'affinité va s'inverser et donc le canal en fait éjecte la molécule d'eau de l'autre côté de la membrane cellulaire. Voilà, donc c'est une filtration qui est sélective. Seulement les molécules d'eau peuvent passer. Et donc c'est très utile pour les êtres humains, mais aussi pour tous les animaux et même quelques plantes qui ont aussi recours à ce mécanisme. Par exemple. Donc voilà, pour expliquer un peu le contexte, en fait, avant de parler plus précisément de l'aquaporine et des technologies qui en ont découlé. Donc, comme vous l'avez dit, Delphine, la thématique de l'eau et de l'assainissement, aujourd'hui, c'est une problématique qui est clé. Ça fait partie des objectifs aussi de développement durable de l'ONU. Ça affecte tous les continents. Il y a près d'un quart de la population mondiale qui est concernée. En fait, beaucoup de pays ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour purifier leur eau. Or, c'est une ressource essentielle pour les êtres humains, mais aussi pour l'industrie, parce que l'eau est utilisée dans un énorme nombre de processus de production et de fabrication pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et aussi chimique. Et donc cette idée en fait de venir purifier l'eau et séparer des objets donc comme les sels, les micro-organismes en faisant passer l'eau au travers d'une membrane qui vient la filtrer, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, il y a des procédés qui sont très connus comme l'osmose inverse, mais qui restent très coûteux, notamment en énergie, et puis qui ne sont pas forcément les plus pertinents pour éliminer tous les micropolluants, les déchets et aussi réduire l'impact environnemental de ce procédé de filtration. Et c'est pour ça en fait qu'on vient en fait s'inspirer de mécanismes dans le vivant, donc ici l'aquaporine, qui peuvent en fait nous inspirer pour améliorer ces procédés de filtration. Alors justement, Voilà. on va regarder plus précisément une solution de filtration d'eau qui a été inspirée de ces aquaporines. Mhm. Donc en fait, donc il y a énormément de chercheurs qui se sont intéressés à ces questions de filtration dans le vivant. Et donc ces chercheurs qui sont venus s'intéresser spécifiquement aux aquaporines, ils sont venus en fait créer une membrane filtrante qui va permettre eux de dessaler l'eau, qui est très efficace et moins énergivore. Et donc l'objectif derrière, c'est bien d'obtenir de l'eau potable pour adresser en fait la problématique de raréfaction des ressources en eau à l'échelle planétaire. Comment ils ont fait? Ça va être un peu technique, mais je vais le synthétiser. En fait, ils ont créé une matrice en polymère dans lequel ils ont inséré artificiellement en fait des canaux qui sont perméables à l'eau, donc des canaux qui vont laisser passer l'eau, voire qui vont attirer l'eau. Mais ces canaux vont également rejeter en fait le chlorure de sodium, donc c'est le sel. Ça suit le même principe du coup de fonctionnement que l'aquaporine. Et ces membranes développées aujourd'hui, en fait, elles permettent d'obtenir un flux d'eau qui est beaucoup plus élevé que les membranes actuelles. Et donc, si on augmente le flux, forcément, on va diminuer la consommation d'énergie. Ici, on diminue la consommation d'énergie de près de 15%. Donc, je vous laisse imaginer à des échelles industrielles les économies qui sont réalisées. Ces types de membranes, ils sont utilisés ici pour du dessalement, mais bien sûr, on peut imaginer en fait une utilisation beaucoup plus large pour traiter les eaux industrielles, citées dans les industries citées précédemment, donc pharmacie, cosmétique, etc. Mais aussi pour des applications directes sur du traitement d'eau usée pour les particuliers. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pas mal de choses qui peuvent être imaginées. Beaucoup d'applications, beaucoup d'espoir encore grâce au biomimétisme. Merci Domiti Champetier de RIB de Bioxégie. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne Bismart et également en replay. À très vite.